Notre invité ce matin, François Fillon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jusqu'à 9h, vous allez répondre à mes questions et ensuite, de 9h à 9h30, aux questions des auditeurs, des auditrices, des téléspectateurs et téléspectatrices. Première question, si vous êtes élu président de la République et si votre épouse est condamnée devant les tribunaux, est-ce que vous démissionnerez? Ça n'arrivera pas parce que mon épouse ne sera pas condamnée. Voilà. Ça n'arrivera pas. Depuis le début, je vous le dis, cette affaire est une affaire qui a été montée de toutes pièces. Une calomnie dans le Canard enchaîné. 2 heures après, le parquet qui se saisit. Une enquête d'enfer pendant 3 semaines qui ne débouche sur rien, car je rappelle que le parquet national financier, en général, renvoie immédiatement devant le tribunal. Il n'y arrive pas. Une instruction qui est ouverte, 20 policiers à temps complet quasiment depuis 2 mois et demi, 8 perquisitions à mon domicile et dans mes bureaux. Le dossier est vide. Oui, le dossier est vide. Vous dites voilà. Le dossier est vide, mais si... Voilà. Bon. Si vous ne pouvez pas vous engager à ça ou pas? Jean-Jacques Bourdin, comprenez une chose. Bon. Si j'avais le moindre doute sur ma culpabilité, je ne serais pas candidat à l'élection présidentielle. Enfin. Voilà. Pourquoi tant de contradictions alors depuis la fin de l'été, François Fillon? Ici même, le 30 septembre, vous faisiez l'éloge de la justice et de la presse. Moi, je me souviens très bien, vous étiez avec moi. Début mars, après votre mise en examen, vous dites « L'état de droit était systématiquement violé », c'est ce que vous avez dit. « Je ne suis pas traité comme un justiciable comme les autres ». Pourquoi tant de contradictions? Parce que c'est la vérité. Parce que c'est-à-dire que celui qui s'est le mieux exprimé. Vous faisiez confiance à la justice. Je n'imaginais pas. En septembre. Attendez, je fais toujours confiance à la justice. Je fais toujours confiance à la justice. Oui. Je n'imaginais pas une manipulation comme celle dont j'ai été victime. Et la meilleure description de cette manipulation, c'est pas moi qui l'a fait, c'est Jean-Pierre Chevènement dans une interview à l'Express, qui dit que j'ai été pris en tenaille entre une manipulation qui, de mon point de vue, vient du pouvoir. Le président de la République. Vous accusez nommément le président de la République. Ce que je dis, c'est que il n'est pas possible que cette affaire n'ait pas été suivie avec la plus extrême attention par les plus hautes autorités. Par le président de la République. Et ensuite, un déferlement médiatique sans la moindre... Mais dites-le. Par François Hollande, c'est lui qui a manigancé cette manipulation. Je ne parle pas sans preuve, je n'ai pas de preuve. Je dis simplement qu'il y a un très grand doute à l'égard de ceux qui ont lancé cette opération, et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de parlementaires républicains, dont le président de la commission des lois du Sénat, j'allais dire c'est du lourd, a demandé au parquet de se saisir d'une enquête sur cette question. Je remarque que quand le Canard enchaîné dénonce quelque chose qui me concerne, il faut 2 heures pour que l'enquête commence. Quand ce sont des personnalités importantes des Républicains qui demandent au parquet de se saisir sur quelque chose qui ressemble à un scandale d'État, on n'a toujours pas de nouvelles. Bien, quand on reçoit des cadeaux de près de 20 000 euros de costumes, l'équivalent de 10 SMIC, d'un ami que l'on sait très engagé, dans des relations pas toujours claires entre l'Afrique et la France, est-ce qu'on se sent redevable? Alors d'abord, on se sent redevable. Attendez, je vous réponds. D'abord, cet ami, c'est un ami très ancien et je conteste le qualificatif que vous lui apportez. Mais c'est lui-même qui a dit. Non, c'est un ami très ancien et je conteste le qualificatif. Mais bon, après tout, chacun porte son jugement. Deuxièmement, jamais il ne m'a demandé quoi que ce soit. Jamais. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que personne n'a jamais évoqué quelque conflit d'intérêts que ce soit. En revanche, je l'ai dit, j'ai eu tort d'accepter ces cadeaux, je les ai rendus. Mais ma question, c'est est-ce qu'on se sent redevable quand on reçoit un tel cadeau? C'est un monsieur âgé qui n'a plus aucune espèce de responsabilité. Je ne me sentais en aucun cas redevable. Voilà. Bon. Et je rappelle que l'erreur que j'ai sans doute commise, c'est d'aller me faire habiller chez le tailleur de François Mitterrand. C'est sans doute ce que j'aurais dû éviter parce que les costumes y sont chers. Alors pourquoi tant d'erreurs? Erreurs sur l'emploi de votre femme, non, mais Monsieur Bourdin, l'emploi de vos enfants, erreurs sur les costumes. Monsieur Bourdin, employer mon épouse ou mes enfants comme attachés parlementaires, ce n'est pas une erreur. Est-ce que vous avez reproché à Monsieur Dupont-Aignan d'employer sa femme comme attaché parlementaire quand vous l'avez reçu? Je lui ai posé la question. Et alors, il m'a répondu qu'elle travaillait beaucoup. Eh ben oui, la mienne aussi a travaillé beaucoup. Voilà. Elle a beaucoup travaillé. Bien sûr, et c'est ce que la justice, justement, sera obligée de prouver. Alors, qu'est-ce qui doit l'emporter? La morale ou la conviction?
Et vous voyez, vous revenez sans arrêt sur le sujet. Je reviens pas sur le sujet parce que vous allez voir pourquoi je vous pose la question. Allez-y, qu'est-ce qui doit l'emporter, la morale ou la conviction? Non, mais je comprends pas votre question. Mon épouse a travaillé comme attachée parlementaire, comme des centaines d'épouses de parlementaires avant moi et après moi. On peut discuter de la question de savoir si ce système doit perdurer. Ben justement, on va en parler. Et d'ailleurs, moi, en ce qui me concerne, j'y ai mis un terme il y a plus de 3 ans. Mais je refuse qu'on dise qu'il y a quelque chose d'immoral à faire travailler, quand c'est un système qui est parfaitement légal et connu, son épouse ou ses enfants. On va réécouter ce que vous disiez ici même, il y a quelques semaines. Vous êtes candidat, vous seriez mis en examen, est-ce que vous seriez candidat? Non, je ne serai pas candidat. Non. Non, certainement pas. Mis en examen pour des raisons morales. Si j'étais mis en examen, je considérais que je ne suis pas en mesure d'assurer la direction du pays dans des conditions Donc c'est une question morale. Oui, c'est une question morale, bien sûr. Une question morale. Oui, mais c'est pour ça que je pose la Jean-Jacques question. Bourdin, bien sûr, mais je pouvais pas imaginer à cet instant être victime d'une manipulation pareille. Enfin, ça serait trop simple. J'ai d'ailleurs commis une erreur d'une certaine façon en disant ça, parce que j'ai offert au pouvoir le moyen de m'éliminer de la compétition présidentielle. Il suffisait de me mettre en examen. Et vous pensez que j'allais accepter, à partir d'une manipulation pareille, qu'on élimine le seul candidat qui porte les valeurs de la droite et du centre? J'ajoute que malgré ce que je sais de cette manipulation, parce que je sais ce que j'ai fait, j'ai mis mon sort entre les mains des gens qui me soutiennent, puisque j'ai organisé au Trocadéro une réunion, et je suis allé à cette réunion avec, au fond, si vous avez écouté mon discours, en laissant une porte ouverte à mon retrait de cette compétition. Si il y avait eu peu de monde au Trocadéro, ou s'il y avait eu une solution alternative pour défendre le projet qui est le mien à l'élection présidentielle, je me serais retiré. Mais il y a eu une foule immense au Trocadéro et personne pour proposer une alternative. Donc toutes ces raisons-là m'ont conduit à revenir sur cet engagement que j'avais pris devant vous et qui d'une certaine façon a été utilisé contre moi. Morale, transparence dans la vie politique, lutte contre la corruption, que proposez-vous? Alors je vais vous poser, vous allez me dire si vous êtes oui ou non favorable à ces propositions. Est-ce que vous êtes favorable à la fin de l'immunité parlementaire pour les députés et sénateurs? Non, attendez, il faut quand même revenir à... Pourquoi est-ce que tout ça existe, Jean-Jacques Bourdin? Ça existe pour que le pouvoir ne puisse pas façonner des majorités ou éliminer des responsables politiques en utilisant soit la justice, soit des manipulations. Donc il y a une séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, on va pas la faire disparaître comme ça parce qu'il y a nécessité de mettre plus de transparence et de lutter contre la corruption. Non, mais moi, ce que j'ai proposé, c'est que le premier président de la Cour des comptes, le vice-président du Conseil d'État et le procureur auprès de la Cour de cassation fassent une série de propositions sur la transparence de la vie publique. Et moi, je proposerais un projet très ambitieux de modernisation de la vie publique, avec la diminution du nombre de parlementaires, avec la reprise en compte des propositions que feront les 3 magistrats que je viens d'évoquer. Et je pense qu'il faudrait aller un peu au-delà. Puisqu'on parle de transparence, il faut de la transparence pour tout le monde. Il faut de la transparence pour ceux qui ont des fonctions publiques. Il faut peut-être de la transparence aussi pour tous ceux qui, dans la presse, se sont érigés en procureurs. À partir du moment où la presse désormais juge les hommes politiques, les condamne, sans d'ailleurs leur donner souvent la possibilité de se défendre, il faudrait parfois savoir quelles sont les conditions dans lesquelles vivent ceux qui les condamnent. Quand même, j'aimerais bien que vous me répondiez. Oui, mais je vous réponds. L'immunité parlementaire pour les députés sénateurs, vous êtes contre? Bien sûr, c'est un des principes de base de la séparation des pouvoirs. L'immunité présidentielle, vous êtes contre? C'est un principe de base. Enfin, est-ce que vous connaissez un pays? Est-ce que vous connaissez un pays? Est-ce que vous connaissez un pays où la justice pourrait justification sur facture de tous les frais engagés par les parlementaires? Alors moi, je propose une autre solution qui consiste à ce qu'il n'y ait plus de, comment dirais-je, d'indemnité pour frais de représentation, que tout soit fusionné dans le revenu du parlementaire et soumis à l'impôt. Limitation des mandats dans le temps, vous êtes favorable ou pas? Non. Je ne suis pas favorable, je vois pas pourquoi on limiterait les mandats dans le temps, ou alors si on veut limiter les mandats dans le temps, il faut réfléchir à un dispositif qui permette à ce moment-là aux parlementaires... la question c'est comment faire pour avoir des parlementaires de qualité.
Voilà. Si vous mettez en place un système où chacun doit abandonner son métier, vous n'aurez plus que des agents publics pour être fonctionnaires, pour être parlementaires. Bien, parlons de politique. François Baroin sera-t-il votre Premier ministre, François Fillon? François Baroin est un homme politique de grande qualité qui aujourd'hui m'apporte un soutien très important. On travaille ensemble. Il est un des premiers ministres possibles. Parce que vous nous aviez dit que vous alliez donner les noms de vos ministres avant même... Oui, mais il y a des choses qui ont changé, ça vous a pas échappé. C'est-à-dire, il y a eu un désordre politique tel que, à 3 semaines de l'élection présidentielle... Donc on ne sait pas pour l'instant. Je vous dis qu'en tout cas, c'est un bon choix que vous me proposez. Voilà, c'est un très bon choix que vous me proposez. C'est un signe, quand même. C'est un signe. C'est un très bon choix que vous me proposez. Très bon choix. Voilà. Bon choix, très bon choix. Mais je considère simplement que il y a une élection... Très bon choix, c'est donc votre choix. Il y a une élection présidentielle. Oui. Il y aura derrière une élection législative. Je cherche aujourd'hui à convaincre les Français de voter pour un projet qui est le mien. Et je m'entoure de talents, et vous le verrez dans les jours qui viennent de plus en plus. Christian Estrosi, qui rencontre Emmanuel Macron samedi, il a été hué par vos partisans à Toulon. Est-ce que vous le regrettez? Je regrette toujours quand les gens sont hués. Ça m'est arrivé d'être hué par les partisans parfois de Christian Estrosi. Je le regrette toujours. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait plus de 6000 personnes dans cette salle de Toulon. Et contrairement sans doute peut-être à d'autres candidats, chez nous, il n'y a pas ni de gens qui déclenchent des sifflets, ni de gens qui déclenchent des applaudissements. Il y a eu une réaction spontanée d'une salle qui est en colère, parce qu'elle a le sentiment que depuis 2 mois et demi, on veut éliminer son candidat, et que certains, comment dirais-je, ont flotté dans le soutien qu'il lui apportait. Voilà, donc je vous dis, je condamne, en même temps je comprends la colère qui est celle de beaucoup... Vous comprenez Christian Estrosi? Ça dépend. Qu'est-ce que vous me demandez vis-à-vis d'Emmanuel Macron? Oui. Je considère Christian a été élu en partie grâce au retrait de la gauche et du Parti socialiste, et en particulier d'un candidat qui est aujourd'hui un des soutiens d'Emmanuel Macron. Donc moi je trouve qu'il n'y a rien d'anormal à ce qu'il y ait des rencontres républicaines. Après, est-ce que il y a derrière cela des arrière-pensées personnelles? Je n'en sais rien. 77% des Français souhaitent une politique d'union nationale, un gouvernement d'union nationale, une coalition. Vous dites être prêt à travailler avec Manuel Valls. C'est ce que vous avez dit sur RTL. On n'a pas très bien compris sous quelle forme. Vous pourriez travailler avec lui ou pas? Quand on aspire à devenir président de la République, on aspire à rassembler les Français. Et on aspire à s'extraire d'une démarche partisane. Et donc, je pense en plus que la France est dans une très grande difficulté, qu'elle est au bord d'une crise majeure, une crise financière, une crise morale, une crise en termes de sécurité, et qu'on a besoin de rassembler toutes les énergies et d'écouter les uns et les autres. En revanche, je ne suis pas favorable à ce qu'on appelle un gouvernement d'union nationale. Pourquoi? Parce que la politique, c'est quand même le débat, et c'est la confrontation des idées. Si l'ensemble des forces politiques de gouvernement se rassemblent, les Français chercheront, et c'est normal, un nouveau débat. Et le débat, il aura lieu avec qui? Il aura lieu avec les extrémistes. Voilà. Et donc ma crainte, c'est plus qu'une crainte, ma certitude, si nous avions une forme de gouvernement d'union nationale, c'est que ça soit une formidable courte échelle faite au Front National. Alors justement, si vous êtes éliminé le 23, est-ce que vous voterez Marine Le Pen le 7 mai? Monsieur Bourdin, je ne serai pas éliminé le 23. Non, mais si vous l'êtes. Eh ben, je vous dis, je ne le serai pas. Voilà. Et moi, je ne me place pas dans la situation où je le serai. Vous ne vous engagez pas, donc. Mais enfin, tout le monde connaît. Nini, tout le monde connaît. Ou pas tout le monde connaît. Tout le monde connaît mes convictions. Le Nini, vous étiez favorable ou pas? Tout le monde connaît mes convictions. Tout le monde sait que j'ai combattu le Front National toute ma vie, et je ne m'arrêterai pas à 63 ans. Bien. Est-ce que, si vous êtes élu, vous abrogerez la plupart des lois votées sous la présidence Hollande? Non, ce serait stupide de vouloir tout abroger. Il y a quelques sujets sur lesquels la gauche a fait des erreurs majeures et sur lesquels j'ai indiqué que nous les abrogerions. Mais on va placer plus de temps à mettre en place un nouveau projet qu'à abroger les lois précédentes. Parce que quand il y a alternance, bien souvent, il y a tout à coup la volonté d'effacer tout ce qui a été fait auparavant. Quand il y a la gauche, c'est une manie. Quand il y a la gauche française. Quand j'ai été Premier ministre en 2007, on est arrivé au pouvoir, on a légiféré, on n'a pas abrogé. Oui, mais voilà. Avant Par vous, contre, quand Monsieur Hollande est arrivé, avant vous, c'était la droite au pouvoir. Oui, François Fillon. C'est vrai, vous n'abrogez rien du tout. Quand Monsieur Hollande est arrivé,
la première chose qu'il a fait, c'est d'abroger toute une série de décisions, alors je vais vous poser des dont questions. la TVA sociale, ce qui était une grave erreur. Alors je vais vous poser des questions. Est-ce que vous abrogerez le délit d'entrave à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse? Non, c'est pas un délit d'entrave à l'IVG. Où est-ce que vous avez été inventé ça? C'est un délit d'entrave. C'est un délit d'entrave à la publicité à l'information. À l'information. Oui. Mais quelle information? Parce que chez vous, il faut trier l'information, Monsieur Bourdin. Je vous pose la question. Vous, un journaliste de qualité comme vous me dites qu'il faut trier l'information. Non, oui, mais vous êtes allé voir les sites. J'abrogerai. Mais non, vous abrogerez vous êtes allé voir les sites, François Fillon. Ou bien les sites sont en contradiction avec les lois républicaines. Ils doivent être interdits. Mais un délit d'entrave à l'information. Mais il y a une loi. Donc vous l'abrogerez. Oui, absolument. Je l'abrogerai. Je ne vais pas entrer dans le débat avec vous. Vous l'abrogerez. J'ai la réponse. Voilà. Est-ce que vous abrogerez la loi autorisant la recherche sur l'embryon et les cellules? Non. J'ai toujours été. Vous savez, je vous rappelle que j'ai été ministre de la Recherche, que j'ai toujours défendu le progrès, que j'ai toujours beaucoup plus d'ailleurs que le gouvernement actuel, et je n'ai pas vraiment de leçons à recevoir sur ce sujet. Est-ce que vous supprimerez par ordonnance toutes les normes agricoles plus contraignantes que la réglementation européenne? Oui, absolument. Toutes. Toutes, sauf si il y a des spécificités. Par exemple, la loi interdisant les insecticides tueurs d'abeilles. Est-ce que cette loi correspond à une directive européenne ou pas? Je n'en sais rien, on verra. Mais ce que je dis simplement, c'est que il y a un marché agricole européen. Il y a des normes européennes. Pourquoi est-ce que nous, on ajouterait des normes supplémentaires aux normes européennes? Ou alors il faut sortir du marché européen et accepter l'idée qu'on ne peut pas travailler ensemble dans le même marché. Voilà. Les lois imposant 50% de pesticides en 2025, c'est pas européen, c'est franco-français, puisque ça vient du Grenelle de l'environnement. Oui, mais je vous parle de la transposition des normes européennes. On a des normes européennes. Est-ce que vous abrogerez ces lois? J'abrogerai toutes les surtranspositions de normes européennes. Donc vous abrogerez cette loi imposant 50% des pesticides? Si elle n'est pas conforme aux normes européennes, oui. Et je vais même aller plus loin, je voudrais qu'on introduise dans la loi française un dispositif pour qu'on s'interdise de surtransposer les lois européennes. Le glyphosate, qu'est-ce que vous ferez? Mais je vais pas vous êtes favorable au renouvellement de l'autorisation de vente de ce désherbant ou pas? Je suis favorable. Ou bien on interdit la vente de ce désherbant. Ce qui est un vrai sujet. La France doit décider, doit donner son avis dans les mois qui viennent. Voilà, on peut interdire. Mais vous êtes favorable à l'interdiction ou pas? Si c'est dangereux, on peut l'interdire, bien sûr. Mais c'est dangereux. Oui, enfin, vous êtes un scientifique, vous êtes un chercheur. Vous ne savez pas si vous interdisez ou pas. Je ferai confiance aux chercheurs, à la science, aux gens qui savent, qui proposeront des décisions. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que où on interdit la vente, Je me sens très vague sur toutes ces questions. Parce que sincèrement. Parce que je déteste les gens qui ont des avis tout faits sur toutes ces questions, qui donnent le sentiment d'être au fond qui viennent d'une forme de croyance et pas d'une forme de recherche scientifique. Vous croyez que c'est de la croyance pour celui travailleur ou salarié agricole qui souffre d'un cancer ou qui a une maladie dégénérative? Si ces produits sont dangereux, on les interdit. Voilà, c'est simple. Est-ce que l'homme est responsable du réchauffement climatique? Il est en partie responsable du réchauffement climatique. En partie seulement? Mais enfin, il est responsable. Non, mais franchement, non, mais je vous pose ces questions, elles sont importantes, essentielles. Je propose dans mon projet des mesures très ambitieuses pour que la France soit un pays exemplaire en matière de rejet de gaz à effet de serre. Voilà. Moi, je propose qu'on arrête toute forme de production d'électricité à partir d'énergie fossile. Toute forme d'électricité à partir d'énergie fossile. Toute forme d'électricité à partir d'énergie fossile. Voilà. Donc gaz de schiste aussi. Bien sûr, bien sûr. Vous avez changé d'avis, là. Pour l'instant, il n'y en a pas de gaz de schiste. Non, il n'y en a pas. La question ne se pose pas. Pour l'instant, on utilise du gaz, et du pétrole. Ça pourrait revenir. En ce qui concerne les normes, et j'en termine avec les normes, vous savez qu'il y a des normes qui permettent d'éviter trop d'élevage intensif, des mauvais traitements envers les animaux. Tout ça, vous gardez, j'imagine. Si c'est des normes européennes, oui, bien sûr. Et vous pensez que, bien sûr, les normes, elles doivent être négociées
pour l'ensemble du marché européen. Ou alors, on sort du marché européen. Sinon, nos agriculteurs vont mourir de faim. Vous, ça vous gêne pas qu'il y ait des gens qui travaillent 70 heures par semaine, qui n'ont même pas de salaire à la fin du mois? Je vous pose des questions. Donc je vous dis, il faut qu'ils aient les mêmes normes. C'est pas à moi de vous dire si ça me gêne ou pas. C'est pas mon problème. Vous prenez le sujet. Mon problème, c'est de poser des questions. Oui, il y a des normes aujourd'hui européennes. Voilà. Et il y a des normes françaises. On a ajouté des normes françaises aux normes européennes. Vous me dites, nous supprimerons toutes les normes françaises. Absolument. Ben, comme ça, c'est clair. Absolument. Comme ça, c'est clair. Je m'y suis engagé depuis des mois. Alors, la corrida, interdiction ou pas? Jamais. Enfin, c'est une tradition culturelle. Il est hors de question d'interdire la corrida. Est-ce que vous arrivez à mettre de l'argent de côté? Moi? Oui. Personnellement? Oui. Non. Non. 35% des Français y parviennent. Je sais pas si vous avez vu ce chiffre. Non, je vous dis ça comme ça. Je vous dis ça comme ça. Président de la République, vous allez demander de nouveaux efforts aux Français. C'est ce que vous dites. Ça dépend ce que vous appelez des efforts. Ce que je voudrais proposer aux Français, c'est que chaque Français puisse avoir un travail. Voilà. Et c'est ce qui se produit dans la plupart des pays qui nous entourent. Voilà. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, la plupart des pays d'Europe du Nord sont au plein emploi. Et ce sont des pays où, globalement, les habitants de ces pays ont une vision de l'avenir qui est beaucoup plus optimiste que la nôtre. Donc je veux simplement, par une forme de révolution du bon sens, arriver au même résultat qu'eux. Mais président de la République, vous allez demander des efforts aux Français, puisque vous dites qu'il faut réduire la dette, il faut absolument que nous soyons tous responsables. Mais c'est pas demander des efforts aux Français, c'est sauver la France d'une catastrophe. Oui, bon. Voilà. Oui, voilà. Donc personne ne parle d'ailleurs. Donc n'est absolument pas au cœur de la campagne présidentielle. Des efforts. Qu'est-ce que vous appelez des efforts? Ça dépend ce que vous appelez des efforts. C'est à vous que je demande quels sont les efforts demandés. Moi, ce que je demande, c'est qu'il y ait plus de liberté dans la société française, à tous les niveaux. Voilà, qu'on ait la liberté de négocier son temps de travail et son organisation dans l'entreprise, qu'on ait la liberté, quand on est agriculteur, de passer un contrat avec la société pour dire voilà, je respecte l'environnement, je respecte des contraintes qui sont des contraintes d'intérêt général, mais on va me fiche la paix dans la manière dont je fais mon travail. On va pas m'expliquer par des circulaires comment je dois travailler. La liberté pour les médecins, pour les professions médicales qui sont enfermées dans une contrainte bureaucratique. Voilà, c'est ça. Je vous parle d'efforts parce que c'est vrai que vous avez un programme complet pour ceux qui gagnent le plus, les Français les plus riches. Quels sont les efforts que vous demandez à ces Français-là? Mais je vois bien votre question. Mais c'est la caricature du début jusqu'à la fin. Bon. Non, Monsieur Bourdin, est-ce que aujourd'hui la France est un pays? Est-ce que la France est un pays qui se porte bien? C'est un pays qui est en faillite depuis 10 ans. C'est vous-même qui l'avez dit, et vous avez été au pouvoir pendant 5 ans. Quel est le problème de ce pays? Oui. Premièrement, il n'y a pas assez d'emplois. Oui. Il n'y a pas assez d'investissement, il n'y a pas assez de création d'activités. Il n'y a pas assez d'investissement, on est bien d'accord. Bien sûr, bien sûr. Bon, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez d'investissement? Parce que la fiscalité sur l'investissement est 2 fois plus élevée que celle de nos voisins. Et donc, naturellement, au nom du politiquement correct, il faut continuer à défendre tout ça. Il faut continuer. Fillon, je voulais vous poser une question, puisque vous parlez d'investissement. 32% de profit en plus pour les entreprises du CAC 40 l'année dernière. On peut se réjouir. Ah oui, bien sûr. Moi, quand les entreprises font des profits, je me réjouis. À quoi doivent servir ces profits? Mais à réinvestir. L'idéal, c'est qu'elles soient réinvesties, bien sûr. Et pour qu'ils soient réinvestis, il faut qu'ils soient taxés moins. Il faut que la taxation du capital soit équivalente dans tous les pays européens. Voilà. Alors, en Allemagne, en Grande-Bretagne, dans les pays d'Europe du Nord, la taxation du capital, c'est autour de 30%. Et ben, si je suis élu président de la République, ça sera la même chose. Et moi, je préfère ça que de voir le gouvernement actuel se rouler par terre devant le Qatar ou devant les fonds de pension étrangers pour financer l'économie française. Parce que c'est un deuxième sujet qui n'est jamais évoqué. Est-ce que l'économie française est toujours sous contrôle de la France ou est-ce qu'elle est passée sous contrôle des investisseurs étrangers? Plus de la moitié de l'économie française est sous contrôle des investisseurs étrangers à cause de la fiscalité du capital. Mais ça, pourquoi est-ce que les inégalités se creusent selon vous? Elles se creusent plutôt moins dans notre pays que dans d'autres, mais elles se creusent surtout parce qu'il n'y a pas de travail. Elles se creusent parce que il y a du chômage. Elles se creusent parce que quand il y a du chômage, le marché du travail est tellement tendu que les salariés n'ont aucune possibilité de pression sur les entreprises. Quand vous avez un marché du travail comme celui des grandes puissances occidentales, où il n'y a pas de chômage, ou en tout cas le chômage est à un niveau très bas, c'est le salarié qui est en position de force.
c'est pas l'entreprise. Voilà pourquoi les inégalités. Alors nous allons parler de pouvoir d'achat, puisque c'est l'une des questions essentielles de cette campagne présidentielle. Vous proposez une baisse des charges salariales. Oui. Quelle charge, d'ailleurs? Je propose un forfait de 350 euros au minimum, 700 euros pour un couple. Ça représente à peu près la facture d'électricité d'un ménage français. Voilà. Et ça correspond grosso modo. Quelle charge baisserait? Ça correspond grosso modo à la suppression de la cotisation maladie, mais comme sur les salaires les plus bas et en particulier sur le SMIC, il y a déjà très peu de charges, je propose de faire plus que la suppression de la cotisation maladie, sinon ce serait encore les salaires les plus bas qui seraient les plus... Donc on supprime la cotisation maladie, c'est ça? On la supprime et on met en place un forfait. Il va falloir financer la sécurité sociale. Par une augmentation de la TVA de 2 points. Par une augmentation de la TVA de 2 points. Qui va affecter certains produits, mais pas tous, hein. Uniquement le taux maximal de TVA, parce que c'est un taux où on est en dessous de la moyenne européenne, alors que sur les autres taux, on est plutôt au-dessus. Christiane m'a écrit. Christiane a 72 ans, elle touche 816 euros de retraite par an. Alors j'ai une proposition à faire à Christiane. Attendez, Christiane a travaillé, vous savez combien de temps? 41 ans. Salariée d'une entreprise textile. Quelle proposition lui faites-vous? Je propose que toutes les retraites de moins de 1000 euros fassent l'objet d'une augmentation, que j'ai chiffré à au minimum 300 euros, et je propose que toutes les petites retraites de réversion fassent l'objet d'une augmentation de 10%. Je fais remarquer d'ailleurs que pendant le quinquennat où j'étais Premier ministre, nous avons augmenté les petites retraites et les minima sociaux. Cette augmentation a été interrompue sous ce quinquennat. Il faut la reprendre. Des veuves, hein. Oui, mais on a en même temps augmenté tous les minima sociaux de 25%. Et il faut reprendre cette augmentation. Voilà. Elle a été interrompue pendant 5 ans. Bien. Vous savez où mangent toutes ces personnes qui ne peuvent pas boucler leur fin de mois? Je vais même plus loin. Je propose que dans les premiers textes qui seront votés par la nouvelle majorité, il y ait une grande loi pluriannuelle de lutte contre la grande pauvreté. Voilà, parce que ça, c'est une priorité absolue. Je vous dis ça parce que bien souvent, ces personnes-là vont dans les épiceries solidaires. Oui, bien sûr. Ces épiceries solidaires qui permettent à ces personnes-là. Bien sûr. Vous savez, j'ai été élu local, j'en ai financé, créé, mis en place. Voilà. Bien sûr. Mais vous voyez bien que c'est en redémarrant l'économie de ce pays, c'est en lui permettant de recréer de la richesse. Mais Jean-Jacques Bourdin, si ça vous intéresse pas ce que je vous dis, vous me voilez. Mais François Fillon, est-ce que vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est on laisse le pays s'appauvrir. On laisse le pays s'appauvrir et après on constate qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se nourrir. La meilleure façon de répondre à cette question-là, c'est de redonner de l'activité, c'est d'avoir de la croissance, c'est d'avoir de l'argent à redistribuer vers les Français. Quand on est dans un pays qui a 2200 milliards de dettes, aujourd'hui, il y a 30 000 euros de dette sur la tête de chaque Français. Le niveau d'imposition, et il y a pas un autre pays en Europe qui a un niveau d'imposition 2200 milliards, vous proposez 100 milliards d'économies sur 5 ans. Ce qui est, comme vous pouvez le constater, très peu. Mais ce qui doit nous permettre simplement d'arriver au bout de 5 ans à l'équilibre des comptes publics. Et si on est à l'équilibre des comptes publics, on commencera seulement dans 5 ans à rembourser la dette. Seulement dans 5 ans. Voilà. Et ça, c'est mon programme que tout le monde considère comme le plus difficile. Ça veut dire que tous les autres, non seulement ne remboursent pas la dette, mais continuent de la creuser. Certains même de façon spectaculaire. 100 milliards, donc. 100 milliards d'économies. Vous les faites où, ces 100 milliards? Les 100 milliards d'économies, je les fais sur le budget de l'État, je les fais sur les collectivités locales, je les fais sur les collectivités locales. Le passage vous étiez à 20 milliards. Vous allez encore vous tromper. Mais si, parce que c'est... Comment je vais encore me tromper? Merci pour le encore. Pardon, Jean-Jacques Bourdin. Vous allez vous tromper parce que le système médiatique est tellement caricatural que j'ai proposé 20 milliards d'économies pour les collectivités locales. Vous êtes à 7 milliards et demi? Non. Écoutez-moi. Alors expliquez-moi. Je suis allé devant les responsables des collectivités locales et je leur ai dit que les dotations de l'État baisseraient de 7 milliards et demi. Ça ne va pas m'empêcher de demander aux collectivités locales de faire 20 milliards d'économies. Mais comment? Eh ben, en réduisant leur train de vie, en modernisant leur organisation, comme le font toutes les entreprises, comme le font toutes les sociétés humaines, en utilisant le digital et le numérique massivement, en prenant des décisions sur les priorités d'actions qui doivent être celles des collectivités. J'ai été élu local, je sais que
je vais pas dire que les collectivités locales vivent sur un plan, sur un pied qui soit luxueux, mais enfin quand même, il y a des choix à faire. Il y a des choix d'investissement, il y a des choix en matière de fonctionnement, il y a des choix en matière d'organisation. On peut fusionner des niveaux de collectivités locales pour faire des économies. En tout cas, la question fondamentale, c'est les collectivités territoriales et l'État. Et l'État, bien sûr, l'État majoritairement, puisque sur les 100 milliards, il y a environ 35 milliards d'économies pour l'État, qui va correspondre à des réorganisations de services, à des non-remplacements de départ en retraite, à des économies et à une modernisation, à une transformation de l'administration. Partout où je vais, on me dit, si seulement on pouvait nous laisser agir, si on pouvait nous laisser vivre, si on n'était pas sans arrêt contrôlé par une bureaucratie tatillonne. Bon, ça, c'est le résultat d'un État qui est un État trop lourd. On a augmenté le nombre d'emplois publics dans notre pays de plus d'1 million ces 20 dernières années. Ce que je propose, moi, c'est de revenir simplement au nombre d'emplois publics qu'il y avait en 2002, quand Lionel Jospin a quitté le pouvoir. Est-ce qu'à l'époque, on avait le sentiment d'être dans un pays sous-administré? Non, déjà, on trouvait qu'il y avait trop d'administration et trop de bureaucratie. Alors, on va parler des emplois publics, on va parler des fonctionnaires, donc 500 000 postes en 5 ans, où, comment, combien seront-ils payés, combien de temps vont-ils travailler? Voilà des questions que nous allons poser avec nos auditeurs tout à l'heure. Vous allez abroger le compte pénibilité ou pas? Oui. Oui. Il est absolument ingérable. Ingérable. Et les salariés qui ont cotisé, que leur arrive-t-il? Bien sûr, les salariés ça ne vaudra que pour l'avenir, ça ne vaudra pas pour le passé. Mais ceux qui ont déjà cotisé, ils profiteront des cotisations qu'ils ont effectuées. Vous les rembourserez ou pas? Et après, vous les rembourserez? Non, mais ils en profiteront en termes de départ. L'abrogation ne vaudra que pour l'avenir. Et ce que je propose, c'est que par des visites médicales, on donne des possibilités de départ plus tôt à ceux qui sont réellement en situation difficile. Mais le compte pénibilité est inapplicable. Il n'y a pas un employeur qui est capable d'appliquer cette mesure. Pas un seul. Bien, nous allons parler de la sécurité sociale aussi, après 9 heures. Où faites-vous des économies? Sécurité sociale, vous voulez supprimer l'AME aussi. Est-il vrai que vous avez écrit, alors j'ai vu ça, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, à Marisol Touraine pour lui demander d'examiner le cas d'un de vos amis gabonais. Mais j'ai lu ça, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. C'est du délire. Qui souffre d'un cancer et n'a pas les moyens de s'acquitter de 25 000 euros nécessaires à une radiothérapie. C'est encore une calomnie de plus, mais c'est faux évidemment. Totalement faux. Bon, très bien. Non, mais les calomnies, vous savez que dans cette campagne, il y a des calomnies, François Fillon, il y en a de tous les côtés. Honnêtement, je pense en avoir pris un peu plus que les autres quand même. Hein. Lesquelles? Les calomnies sur mon compte. Mais chaque jour, il y en a. Chaque jour, il y a des pseudo-révélations sur ma vie. Est-ce que parfois faire siffler la presse ou faire siffler pas les juges, faire siffler la presse, c'est un plaisir pour vous? D'abord, Jean-Jacques Bourdin, je ne fais siffler personne. Quand j'entends, par exemple, dans votre meeting en Corse, vos supporters parler de pègre en parlant des journalistes. Mais est-ce qu'il vous arrive de vous poser la question de savoir si vous on vous qualifiez de pègre de la politique, vous imaginez de voleur tous les jours. Oui, mais tous les jours. Et en général avec la caméra de BFM qui filme le gars qui tape sur les casseroles. Vous savez, il y a à l'entrée de mes meetings. À l'entrée de mes meetings. Non, mais est-ce que vous pouvez parfois vous poser des questions? Non, Jean-Jacques Bourdin, est-ce que parfois vous pouvez juste faire votre examen de conscience? Mais oui. Je parle pas de vous, je parle de la presse en soi. Oui. Voilà. Moi, je fais le mien, faites le vôtre. Quand vous avez 4 types avec des casseroles à l'entrée d'un meeting de 6000 personnes et que la caméra filme complaisamment uniquement les 4... Complaisamment. Je voudrais que vous en tout cas, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'il y a beaucoup de colère chez les gens qui ont eu le sentiment... Mauvaise conseillère. Qui ont eu le sentiment que on voulait... éliminer le candidat qui porte le projet de la droite et du centre. Aussi. Non, mais je suis pas victime des médias. Je vous dis simplement, essayez de comprendre. Quand vous avez des Français qui manifestent une opinion, vous la prenez en compte quand ça vous arrange. Là, en l'occurrence, il y a des gens qui sont fâchés à l'égard du traitement médiatique que j'ai subi pendant 2 mois et demi.
Moi, j'ai jamais fait siffler la presse. Je n'avais jamais entendu faire siffler la presse. Je dis simplement qu'il y a une colère qui s'exprime chez des Français qui sont des Français comme vous et moi. Ils ont autant le droit d'être entendus que les autres. Mais on est bien d'accord. Vous êtes entendus. D'ailleurs, vous êtes tous. Donc il faut juste se poser la question de savoir. Vous êtes à vous précipiter dans les médias. Alors c'est quand même et à demander, pardon François Fillon, et à demander à ce que tous vos meetings soient diffusés, rediffusés et re-rediffusés. Alors en l'occurrence, personne ne m'accuse de me précipiter dans les médias. Mais parce que nous faisons notre autocritique, d'accord. Mais reconnaissez que les critiques faites pour mobiliser ces partisans, c'est un peu pénible au bout d'un moment. Les Français qui me soutiennent sont des Français comme les autres. Ils ont le droit d'être écoutés. Et ils ont le droit. Ils sont écoutés. Et quand ils vous disent quelque chose, vous pouvez juste les entendre. Ils sont écoutés. Pardon, ils sont écoutés. On dirait pas parfois. On dirait pas. Bon, allez, 8h56, François Fillon est avec nous pour répondre justement, aux Françaises et aux Français, à la fois sur RMC, sur BFM TV, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices. On se retrouve dans un instant.